Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Nathalie Gauvry, chargée de mission au département élaboration des solutions de transfert à l'ANACT. Je travaille plus particulièrement sur les questions de management, alors que ce soit le management en présentiel, à distance, en organisation hybride ou en période de crise. Et je m'intéresse tout particulièrement à la façon dont il est discuté et incarné dans les organisations. Je serai votre animatrice pour ce deuxième web magazine jusqu'à midi. Et juste pour petite info de santé, j'essaye d'éviter une quinte de tout, mais si jamais nos invités pourront prendre le relais sur ces discussions. Alors le web magazine, nouveau rendez-vous, nouveau format que vous propose l'ANACT, on est sur le numéro 2. Et l'idée, c'est de mettre en discussion en fait, des préoccupations émergentes dans les entreprises, d'apporter des éclairages décalés, complémentaires, sur une actualité en partant d'un récit, d'une histoire d'une entreprise que nous avons invitée. Alors, sans plus tarder, notre sujet du jour, le travail hybride, faut-il renouveler les pratiques managériales ? Depuis 2 ans, nous assistons à un fort développement de ces organisations hybrides, organisations qui viennent percuter nos pratiques managériales, nos rituels, nos habitudes et amplifient l'exigence et les conditions nécessaires pour exercer ce management. Cette organisation pose entre autres la question de la synchronicité de l'activité. Quelle part de travail synchrone, quelle part de travail asynchrone est nécessaire pour réaliser nos prestations ou nos productions? La question de l'espace de travail et de sa déspatialisation. Et aussi la question des temps individuels et des temps collectifs nécessaires pour réaliser le travail. Cette approche multiforme en fait, du travail percute l'animation et le management qui est nécessaire pour cette animation du travail. Quel management pour accompagner cette organisation hybride? Quels nouveaux équilibres construire ensemble et penser ensemble pour construire ensemble une façon efficace et pérenne de réaliser ce travail? Qu'est-ce que la distance induit dans nos interactions professionnelles? Pour débattre de ce sujet avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Ressac. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Donc Élodie Ressac, vous êtes responsable RH de 2 sites de centres de relations, basés sur la région de Poitiers pour le groupe Comdata. Et vous êtes là pour nous apporter de la matière à discuter ensemble, déposer sur la table des préoccupations, des questions qui se posent dans votre organisation et relater votre organisation que ça va soulever, en tout cas d'un point de vue management. Avec nous également Nadia Barville. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Nadia, vous êtes docteur en psychologie du travail et des organisations Lyon 2. Parmi vos nombreux travaux, je citerai plus particulièrement le rôle du manager et des salariés dans les dynamiques collaboratives, la gestion de la charge de travail individuelle et collective, que ce soit en présentiel ou en distanciel, les enjeux de la déspatialisation, comme on en parlait à l'instant, et l'articulation des besoins collectifs et des attentes individuelles. Merci d'être là, Nadia. Et enfin, pour compléter ce joli tableau pour discuter ensemble aujourd'hui, Assia Milan, bonjour. Bonjour à tous. Assia, vous êtes dirigeante et fondatrice de Seedwork Conseil et Innovation. Donc, principales activités de votre cabinet, c'est le conseil, l'accompagnement, la formation, en allant chercher plus particulièrement des sujets tels que la généralisation et le renforcement du télétravail, la conception des systèmes de travail, le management et la qualité de vie au travail. Alors, Nadia, Assia, déjà, merci beaucoup d'être nos expertes du jour en apportant votre point de vue sur cette question du management dans une organisation hybride. Et merci de contribuer à cette analyse collective qu'on va avoir pendant 1 heure ensemble. Alors, de votre côté, chers auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez réagir au fil de l'eau avec le chat qui est situé sur votre droite de l'écran, soit pour préciser un problème technique de connexion, soit pour poser une question ou une préoccupation que vous pourriez rencontrer dans vos organisations. Je les poserai à nos invités au fur et à mesure de la conversation, si elles s'y prêtent, et nous y répondrons autant que possible. Et merci à Aurélie, Guillaume et Alexandre qui sont à votre écoute sur le chat. Élodie, on rentre dans le vif du sujet. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Présentez-nous Comdata, votre entreprise, votre organisation hybride, et racontez-nous ce passage, en fait, de la contrainte de l'organisation hybride à une modalité de travail plus structurelle. Merci. Donc effectivement, nous sommes Comdata Group, un groupe international localisé sur différents pays dans le monde et notamment en France. Donc je vais vous parler du groupe et puis bien entendu plus particulièrement de ce que je vis moi au quotidien sur les 2 sites de Poitiers. Notre métier, c'est la relation client à distance. Donc on gère la relation client pour des donneurs d'ordre dans le domaine de l'énergie, de l'assurance, du divertissement. Voilà, il y a différents secteurs d'activité pour lesquels on travaille et qui ont choisi d'externaliser
la gestion de leurs relations clients, mais aussi la gestion de tout ce qui est action commerciale, par exemple, prospection, assistance à distance également. Donc notre population majoritaire dans nos salariés, ce sont des chargés de clientèle qui sont encadrés par des superviseurs. Donc on a sur les 2 sites que j'encadre aujourd'hui côté ressources humaines, on a environ une quarantaine de managers. D'accord. Donc qui effectivement, comme vous le disiez Nathalie, sont passés d'un mode subi sur le travail à distance à un mode un peu plus choisi, puisqu'on a signé un accord avec nos partenaires sociaux en février l'année dernière sur le télétravail. D'accord, super. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus quel impact cette organisation hybride a eu sur le management de votre entreprise? Alors, effectivement, maintenant, on a plus de recul et on a pris le temps en 2021 de créer des bases un peu plus solides et avec moins d'urgence sur le management. Donc, avec un peu de regard dans le rétroviseur, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les questions qui se posent sont autour du maintien du lien, du collectif, puisque nous, on a des équipes en télétravail, des équipes sur site, et on peut avoir des équipes aussi, pour différentes raisons, qui mixent du télétravail et du travail sur site. D'accord. Donc, comment, pour un manager, maintenir le lien au sein de ce collectif, comment communiquer aussi, tout simplement, auprès de ses salariés, en individuel et en collectif, comme vous le disiez aussi. Et puis, on a bien constaté également qu'il y avait une charge additionnelle pour nos managers qui n'était pas forcément visible ou perçue au départ. Et on constate, avec les mois qui s'enchaînent, qu'effectivement, c'est une réalité. C'est-à-dire que cette organisation hybride vous a amené en fait à repenser ou à questionner en tout cas ce rôle du manager dans le management du travail. Comment vous y êtes pris? Vous avez redéfini le rôle? Comment vous avez travaillé cette question-là du management à distance? Eh bien, on est encore en train de la redéfinir. C'est-à-dire qu'on n'est pas reparti d'une fiche de poste en se disant tiens, la fiche de poste se transforme. Est-ce qu'elle change complètement? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'on la complète? On est encore dans cette réflexion-là. Donc là, pour l'instant, ce que l'on regarde, accompagné par des partenaires extérieurs, on a été accompagné, on l'est toujours par la RACT de Nouvelle-Aquitaine, pour justement voir ce qui impacte aujourd'hui ce management à distance. On a également repensé la question de la prévention des risques en télétravail, puisque finalement cette distance fait que on ne voit plus de la même façon nos équipes. Donc la médecine du travail nous accompagne aussi sur cette prévention des risques. Et nous-mêmes, au sein du groupe, on est en train de repenser avec des groupes de travail qui intègrent des superviseurs et aussi des chargés de clientèle, donc les opérationnels et leurs managers, leur quotidien. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est amélioré? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Voilà, donc sur ces 3 pans, donc à la fois aidés par des partenaires extérieurs et aussi au sein du groupe, sur le terrain, en groupe de travail et d'espace de discussion, on pose toutes les questions du changement et de l'évolution de la fonction managériale. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que vous dites, que vous avez mis en discussion le management comme un objet véritable de travail au sein de votre organisation. D'accord. Oui. Alors, Nadia, je me tourne vers vous. Du coup, cette notion de management à distance n'est pas neuve, mais elle prend de l'ampleur en tout cas. De par vos travaux, de par les recherches que vous menez, est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer Élodie et puis les auditeurs sur cette question de la distance dans la relation professionnelle, dans la réalisation du travail, et en quoi ce management se re-questionne dans cette organisation hybride? Merci pour la question. Donc, effectivement, le travail à distance, c'est pas nouveau en fait, comme vous le dites, c'est quelque chose qui était déjà existant pour une certaine catégorie de professionnels, plutôt des cadres. Et on a pu, dans nos études, montrer qu'il y avait une façon de concevoir son activité et de la structurer lorsque l'on doit gérer les interactions, la régulation du travail, la régulation de l'activité, la gestion des équipes, lorsque l'on est à distance. Et du coup, on a un certain nombre d'éléments au niveau des éléments théoriques, au niveau de la recherche, qui nous permettent de montrer que c'est de nouvelles compétences qui se mettent en place, une mise en place de discussions autour du travail et du comment on fait le travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, aujourd'hui, on parle du travail hybride qui intègre à la fois le travail sur site et le travail en télétravail. Donc,
pour des personnes qui peuvent à la fois combiner dans une semaine le fait d'être sur site et en télétravail, alors qu'auparavant, bien souvent, les personnes qui étaient en travail à distance étaient souvent très en télétravail et les personnes sur site restaient plutôt sur site. C'est la grosse modification qu'on a pu avoir aujourd'hui avec l'émergence du télétravail qui a été massif avec le premier confinement. Et ce travail hybride, il s'appuie sur une dimension du travail collaboratif. Et le travail collaboratif, ça concerne en fait, c'est une façon de travailler à distance par le biais des technologies. Et on a pu montrer dans nos études que les technologies reconfiguraient complètement l'activité de travail à la fois collective et à la fois individuelle. C'est un petit peu comme si on avait on s'affranchit finalement des frontières temporelles et géographiques. Et du coup, ça oblige à repenser complètement sa manière de s'engager dans le travail. D'accord. Assia, vous partagez ce point de vue. Qu'en disent les managers avec lesquels vous travaillez ? Alors oui, j'ai eu l'occasion d'animer de nombreuses formations avec beaucoup de managers, de profils très différents. Et en fait, le point commun, c'est qu'on retrouve des managers hybrides sur le tas. C'est finalement des structures ou des organisations où les managers n'avaient pas forcément beaucoup de pratiques, pour certains, de management à distance, dans des degrés de maturité différents. Et effectivement, il y a cette notion de difficulté qui a pu être remontée sur comment on suit la charge de travail, comment on maintient une cohésion d'équipe avec cette notion de distanciel. Dans certains cas, il peut y avoir clairement des problématiques, ça peut révéler des problématiques de compétences sur les outils numériques aussi des managers, comment aussi collectivement animer des temps de discussion sur le travail. Et un point commun, vraiment, c'était très impressionnant, c'est que finalement, il y a eu très peu de cas où les managers rencontrés ont animé des discussions collectives sur l'organisation hybride de leurs services. C'est finalement, il y a eu beaucoup d'échanges avec les télétravailleurs sur la gestion du télétravail des télétravailleurs, mais pas forcément de discussions collectives sur comment le côté hybride qui se développe impacte le travail de chacune, y compris les non-télétravailleurs, et comment est-ce qu'on met ça en débat. Donc, ça me renvoie également à, disons que c'est un effet amplificateur sur des compétences des fondamentaux du management, comme la posture de facilitation, l'animation de discussions collectives, la posture de facilitation, pour co-construire vraiment des temps, une organisation hybride efficace. Et je rejoins également Elodie Ressac sur le fait que beaucoup ont remonté que ça leur demandait du temps, beaucoup de temps d'ajustement, ces relations individuelles qui se démultiplient, des nouveaux outils mis en place, et que ce temps-là de travail n'est pas forcément perçu, reconnu, et chacun s'est débrouillé un petit peu aussi de son côté pour développer des choses. Donc, si je comprends bien, rien de bien nouveau dans les pratiques managériales, mais ça va amplifier ou mettre en exergue certaines fonctions du management autour de la régulation du travail, de comprendre le travail qui est réalisé par les équipes. Et il va falloir aller chercher ces informations et d'autant plus animer, je dirais, des discussions sur le travail pour pouvoir penser, peut-être faire déjà un retour d'expérience, en tout cas sur nos pratiques et cette organisation hybride, voir l'évolution qu'elle prend, en tout cas, et comment elle se pense dans le collectif, et penser davantage tout ce qui est régulation et ajustement collectif pour aller chercher cette organisation hybride. Vous disiez, ce dispositif de télétravail, on voit souvent non pas l'organisation hybride comme une approche systémique, mais comme un zoom sur le dispositif télétravail, plutôt comme un dispositif individuel et avec des régulations individuelles. Élodie, j'ai envie d'avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous aussi, au début, vous avez pensé le télétravail comme un dispositif individuel avant de rentrer plus sur cette approche collective ? Oui, la situation nous l'a imposé, je dirais, de toute façon. Effectivement, on a visé l'axe individuel, déjà tout simplement technique, des outils, de l'autonomie qu'il y avait déjà au poste de travail. Pour ceux qui en avaient moins, comment on allait les accompagner, quel risque, entre guillemets, on allait prendre aussi de les laisser partir. Et c'est progressivement, et c'est plutôt autour de 2021 qu'on a commencé à avancer les réflexions sur le collectif. Ce qu'on constate finalement, c'est que si on parle un peu chiffres, un peu indicateurs, on constate que dans tout ce qui est notion de travail et de performance au travail, les indicateurs sont stables, voire à la hausse. Les performances sont les mêmes, voire meilleures sur certains salariés.
pour différentes raisons. L'absentéisme aussi dans nos métiers est assez important et il est allé en décroissance avec le télétravail parce que gain de temps sur les temps de trajet, par exemple, parce que possibilité de garder un enfant un peu malade dans une chambre et de jeter un œil sur lui, alors que forcément, quand on est sur site, ça n'est pas possible. Mais à l'inverse, ça a généré en termes de compétences socio-émotionnelles et de développement personnel des problématiques qu'on n'avait pas imaginées, anticipées autour de la confiance en soi. Voilà, on a des personnes qui sont compétentes à leur poste de travail et qui finalement, elles sont compétentes parce qu'elles ont un environnement de travail, parce qu'elles ont des collègues sur site, parce qu'elles ont un manager qui peut être là au cas où il y aurait une question à poser. Et quand elles se retrouvent seules à leur poste de travail en télétravail, eh bien là, la confiance en soi descend et fait qu'ils s'interrogent sur leur capacité à gérer le travail. D'accord. Donc là, on parle souvent sur ces questions de management à distance, de la confiance envers le collaborateur, mais vous poussez jusqu'à la confiance en soi, en fait, sur cet environnement de travail porteur et soutenant, en tout cas pour réaliser le travail. Vous disiez également qu'il s'agissait pour cette organisation hybride de trouver les bons équilibres dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres éléments sur quels équilibres il faut trouver dans cette organisation hybride ? Il y a les équilibres en termes de communication, justement. Je pense, alors effectivement, vous parliez des outils qui ont été mis à disposition. Donc, les équilibres en termes de temps consacré à cette formation aux outils, de temps passé à ces outils, de temps individuel. Voilà, quelle relation individuelle j'ai à travers l'utilisation de ces outils, que ce soit le téléphone, que ce soit le chat, que ce soit les mails, que ce soit les salons, aussi les chats collectifs. Et puis aussi quel temps j'y passe de façon collective. Et notamment pour le manager, se pose la question de l'équilibre à consacrer entre la communication que j'ai en individuel et celle en collectif, la perte de temps éventuelle à devoir expliquer suite à une question individuelle certaines choses, répondre à une problématique et se dire tiens, j'aurais peut-être pu en parler aussi en collectif, c'est dommage, il faudrait que je le repositionne sur une autre réunion. Donc ça fait partie des équilibres. Et puis après aussi l'équilibre en termes de collectif de travail sur les temps passés en commun sur site. D'accord, merci beaucoup. Assia, une réaction peut-être par rapport aux propos d'Élodie ? Oui, ça fait vraiment écho à différents retours où finalement le côté hybride qui se développe va amener à repenser la façon de fonctionner ensemble, comment on communique ensemble, quel usage partagé des outils et finalement de se dire habituellement on fonctionnait avec une réunion d'équipe avec tel format, mais finalement quelle est la valeur ajoutée de certains échanges, est-ce qu'on peut pas mettre en place d'autres outils et à quel moment se voir, à quel moment échanger en individuel et collectif. Donc il y a plusieurs rééquilibrages qui se font à ce niveau-là. Mais une des ressources qui est vraiment aussi importante, je pense, et ça s'est vraiment vécu au niveau des managers, c'est de pouvoir, chacun teste, expérimente. En fait, il n'y a pas une solution toute faite. Et c'est de pouvoir échanger avec des pairs. Et le fait d'avoir pu être en collectif avec d'autres managers, de voir ce que chacun a testé, de pouvoir expérimenter des choses, ça a été aussi rassurant pour beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette organisation hybride nous amène fortement à repenser le travail des managers, à repenser leurs conditions d'exercice et de réalisation de leurs actes managériaux. Ça, Élodie, ça a été un leitmotiv aussi pour vos sites, d'aller chercher le travail du manager, son rôle, sa fonction, les moyens mis à disposition. On a parlé aussi d'autorisation à discuter le travail, expérimenter le travail. Vous êtes vraiment sur cette expérimentation sous-tendue pour ajuster au fur et à mesure parce qu'on est sur des situations inédites qu'on découvre au fur et à mesure et on parlait d'apprentissage collectif autour de ces nouvelles modalités d'organisation avec de l'outillage certes, mais pas que, également des relations, de nouvelles relations à construire, de nouvelles façons de travailler ensemble. Et là, j'avais envie de vous partager une question de François. De votre point de vue, le lien de subordination se trouve-t-il modifié du fait de ce type d'organisation ? Ah, je sens, Nadia, que ça vous plaît, cette question-là. Assia, ensuite, je donne dans l'ordre des hochements de tête. Nadia, est-ce qu'il a altéré ce lien de subordination ? En quoi il peut être modifié par cette organisation hybride ? Alors, je ne suis pas en capacité de dire s'il est altéré ou pas. Par contre, il est vraiment reconfiguré.
C'est-à-dire que on a vu à travers cette expérience qui a touché une majorité de personnes brutalement. Quand je dis brutalement, c'est sans anticipation d'apprentissage. Premier confinement, quelques petits chiffres, c'est 25% de la population active qui se retrouve en situation de télétravail, alors qu'auparavant, c'était environ 8%, 8 à 10%. Et c'était seulement des managers dont j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Et donc, en fait, vous avez les personnes qui ont à la fois vu leur travail complètement reconfiguré et étant donné qu'il y a eu une reconfiguration du positionnement managérial, de la manière dont on envisage le management, la manière dont on organise le travail, on a tous tâtonné, les managers aussi. Eh bien, en fait, beaucoup de salariés ont reconsidéré leur manière de s'engager dans le travail, voire leur manière d'interagir avec leur manager. Donc, je ne sais pas si c'est une altération, parce que moi, j'ai sur certaines de mes études et de mes investigations sur le terrain dans le cadre de recherche, où il y a des choses extrêmement positives qui ressortent. C'est-à-dire qu'on a des managers qui viennent dire, j'ai un certain nombre de professionnels dans mon équipe qui interagissent avec moi complètement différemment, je les découvre autrement, ils sont force de proposition. Puis on a aussi l'inverse, on a des managers qui disent, avec le télétravail, j'ai perdu telle ou telle personne, je ne sais même pas si elle parvient à se sentir bien ou pas dans le travail. Donc vous voyez, je ne sais pas s'il y a une vraie altération, en tout cas je pense qu'on est sur une mutation, peut-être une reconfiguration. Et on aura ça aussi concernant toutes les sphères de l'activité, c'est une reconfiguration. On refonde en fait. Merci. Assia, vous vouliez réagir? Je pense que je vais dans le même sens. J'allais utiliser le terme d'évolution. Peut-être certains managers mentionnent effectivement qu'il y a le développement de l'organisation hybride va de pair avec un renforcement de l'autonomie, de la relation de confiance. Donc finalement, ce lien de subordination, je dirais, tout dépend de quelle nature il était au départ, quel était son visage. Et finalement, il y a des formes de mutation. Il y a eu quelques cas qui ont été remontés de managers un peu perdus aussi, en disant, finalement, j'ai l'impression que le salarié vit sa vie comme s'il avait sa propre entreprise et se pose la question, même pour certains dirigeants, du sens de faire entreprise. En fait, il y a eu quelques cas où ça s'est posé de cette façon-là, mais sinon, ça va plutôt dans une forme d'une évolution avec un renforcement de l'autonomie et finalement une mutation. Assia, il y a une question qui vous est posée directement par un internaute, Joseph. Est-ce que la problématique de penser le travail ensemble se pose toujours avec les managers ? Idéalement, il faudrait que cela puisse. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie des missions du management. Une des grandes difficultés, c'est la question de la libération de la parole. Et je sais que c'est fait partie de nombreux débats d'intervenants. Faut-il impliquer les managers ou pas dans certains espaces de discussion sur le travail ? Mon parti pris, à moi, c'est qu'il est important d'aboutir à ça, parce que discuter du travail, ça devrait pouvoir en faire partie. Donc, moi, je pense que oui. Après, il peut y avoir un appui, un accompagnement nécessaire. Les configurations de relations manager-manager peuvent être très différentes. Il peut y avoir aussi, et ça a été dans certains cas remonté dans des entreprises accompagnées, dans telle unité, ça fonctionne très bien, il y a un dialogue, dans telle autre unité, il y a de grandes problématiques avec aussi des alertes en termes de risques psychosociaux. Donc, il faut pouvoir avoir une vision d'ensemble et outiller, accompagner. Très bien. En tout cas, Élodie, on voit sur le... Ah, pardon. Il y avait Nadia qui voulait réagir, je crois aussi. Est-ce que, oui, en fait, si vous me permettez, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Assia, ce qui est important, en fait, lorsqu'on accompagne des collectifs et lorsque l'on accompagne des entreprises comme ce que vous faites, ce qui est important, c'est qu'on va voir que ça va faire bouger les personnes d'un point de vue individuel sur leur manière de faire leur travail, mais aussi sur la partie collective, sur la partie de leur métier. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça ne se fait pas en apesanteur d'une prescription, d'une organisation du travail qui est pensée par des managers, par une direction. Et donc, si on intègre dans ces mutations socio-organisationnelles que nous vivons avec la gestion de la crise sanitaire, si on n'intègre pas également les managers, je pense que ça risque d'être très complexe de penser les choses en gardant l'esprit il faut qu'on avance tous de manière suffisamment cohérente pour que tout le monde soit suffisamment en santé et obtienne les résultats qui sont définis par l'entreprise. Il faut que tous les acteurs puissent d'une manière ou d'une autre, suivant les dispositifs qu'on va mettre en place,
être partie prenante en fait de ces discussions, de ces échanges. Alors, Élodie, ça doit vous plaire ce discours parce que c'est exactement le constat que vous avez fait dans votre organisation, de dire, bien sûr, on va voir comment on repense les conditions de travail et le rôle attendu des managers, mais aussi des collaborateurs, parce que cette question du management est portée par un système d'acteurs dans votre entreprise. Et vous avez posé cette question de, il y a la formation, il y a l'outillage, mais pas que. Quelle coopération on autorise? Quelle expression sur le travail on autorise? Et là, on est bien sur une approche beaucoup plus globale de stratégie managériale, je dirais, dans votre transformation en organisation hybride, pour la mobilisation de chacun, en tout cas à son niveau. On rejoint les petits colibris, mais chacun à son rôle contribue à cette question du management du travail dans l'organisation pour pérenniser une activité, une organisation, une production. Vous vouliez peut-être ajouter quelques mots, Élodie? Oui, alors je partage tout à fait ce que vous dites et ce que disaient Nadia et Assia. Et c'est vrai que finalement, tout le monde a réagi différemment par rapport à cette invisibilité, on va dire, en télétravail. Certains collaborateurs en ont profité pour ouvrir leurs portes et du coup un peu plus leur intimité. Et ça a renforcé le lien managérial parce que finalement, quand il y a un enfant qui passe dans le dos sur la caméra, enfin voilà, on a tous connu des situations comme ça dans des réunions collectives. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui ont préféré complètement cloisonner et encore plus cloisonner la relation privée vie professionnelle et ça peut désemparer les managers. Et après, ça peut être les managers eux-mêmes qui se sont sentis perdus dans cette façon de gérer cette distance. Et donc, moi, je trouve que le télétravail a fait bouger les lignes et a quand même mixer, on va dire, le travail au sein de la vie d'un individu lambda. Et du coup, ça nécessite de trouver là aussi le bon positionnement du curseur pour le manager. Dans le collectif que vous évoquez, alors ce n'est pas le cas dans toutes les organisations de travail, mais nous ici, on a énormément aussi appuyé sur le rôle des ressources humaines, pour que justement, par rapport à l'altération du lien hiérarchique dont vous parliez, pour que justement le manager qui se sent en difficulté, moi je pense pas non plus que le lien ait été altéré, au contraire, mais pour que est-ce que le manager qui est dans cette situation de télétravail va oser lui-même dire qu'il est en difficulté à son propre manager? Et nous, on a vraiment renforcé le rôle des ressources humaines pour être une tierce personne, un peu plus neutre, qui allait permettre cet espace de discussion et oser faire tomber les masques sur comment ça se passe, comment tu le vis. Et en l'occurrence, dans notre groupe de travail, il n'y a pas de lien hiérarchique. D'accord. On n'a pas croisé de lien hiérarchique pour que justement tout le monde ose s'exprimer. Et du coup, une question de Nadia, parce qu'elle nous précise que ça soulève aussi cette notion de confiance au travail. Comment vous l'avez construite, cette confiance, ou comment vous l'avez entretenue, ou comment cette question de la confiance s'est posée dans les relations de travail pour de travailler à distance, je dirais de façon géographique, mais pas organisationnelle, mais comment travailler ensemble à distance? Comment construire cette confiance ou cette délégation? Comment vous en parlez, vous, dans votre organisation, de cette question-là? Alors, cette notion de confiance, elle est particulière parce que là aussi, on voit que cette invisibilité du travail, elle génère des comportements différents. Il y a ceux qui partent en télétravail et qui se pensent obligés de prouver qu'ils continuent à travailler, même s'ils sont à distance. Donc, ils vont peut-être même travailler davantage ou donner plus de nouvelles ou poser plus de questions pour justement rassurer sur ce fait qu'ils travaillent et maintenir et gagner la confiance de leur manager. Et il va y avoir aussi les managers qui vont partir avec des a priori. De toute façon, je le vois pas, donc je sais qu'il prend beaucoup plus de pauses, donc je sais que de toute façon, je pourrais pas compter sur lui à partir de telle heure, et ainsi de suite. Donc, cette notion de confiance, elle a nécessité effectivement de briser un peu les tabous sur finalement le télétravail. C'est pas je me mets dans mon jardin avec ma chaise longue, j'écoute de la musique et puis accessoirement je travaille. Non, c'est pas du tout ça, mais ça, faut oser le dire. Il faut oser rassurer aussi ceux qui ont besoin d'en faire plus pour montrer qu'ils travaillent. Et il faut aussi faire comprendre aux managers que cette invisibilité du travail ne doit pas rompre la confiance. Et là-dessus, je dois avouer que... excusez-moi, allez-y. Non, finissez votre phrase, pardon. Et je dois avouer que là, il n'y a que les espaces de discussion qui permettent de faire tomber les tabous sur ces sujets-là. Et en l'occurrence, nous, on a aussi donc travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la médecine du travail sur ces a priori qui pouvaient générer des biais dans le management. D'accord. Alors,
Merci Elodie, parce que vous faites la transition sur la deuxième partie de notre web magazine avec cette autre préoccupation que vous avez rencontrée, en tout cas au niveau du management dans l'organisation hybride, qui concerne l'animation du collectif et ce sentiment d'invisibilité du travail là, dont vous parliez. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette question de l'animation du collectif et de l'invisibilité du travail? Est-ce que ça induit, je dirais, du coup, derrière, dans les discussions que vous aviez? Ça induit du coup de vraiment anticiper le départ en télétravail. Comme on le sait, hein, la crise sanitaire nous a obligés à le subir. Nous, maintenant, on se met plutôt dans un ordre de marche stabilisé sur le fait qu'il faut préparer le départ en télétravail entre le manager et le salarié, entre le manager et le collaborateur, entre le collaborateur et le service ressources humaines, et cette tripartite, et entre les collaborateurs au sein du collectif. Donc, ça nécessite effectivement qu'il y ait un temps consacré à l'anticipation de ce départ, sur qu'est-ce que ça t'apporte le télétravail, comment tu le vis, pourquoi tu le demandes, comment tu vois les choses, de quoi tu aurais besoin. Voilà, il y a plein de questions qui se posent toujours sur les outils, sur les outils, l'autonomie, sur la partie technologique des outils, les attentes, et ce que l'on est prêt à recevoir et à donner en termes de communication, la fréquence aussi de ces outils et de cette communication. Comment aussi maintenir ce lien avec ce travail un peu plus invisible. Moi, j'ai entendu des choses très claires, des salariés dire j'ai plus du tout de nouvelles d'un tel parce que ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, je ne sais pas s'il va bien, pas bien. De toute façon, quand on est en réunion, la parole est un peu mélangée, donc c'est difficile de savoir comment ça va, et on n'a plus le café collectif du matin qui permettait d'en savoir plus. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment important d'anticiper ce départ en télétravail pour poser les bases de la communication, du collectif, de la fréquence de chaque chose, et puis de l'autonomie au travail, bien entendu. Ton poste de travail était comme ça avant que tu partes. Demain, il sera toujours le même, puisque la fiche de poste finalement ne change pas, les attendus au poste. Mais comment tu te sens et comment tu penses que tu vas pouvoir continuer à travailler de la façon dont tu travaillais sur site, aussi bien en télétravail. Donc moi, je pose vraiment tout sur l'anticipation et bien entendu, après, sur le maintien du lien. Donc si je suis bien, en fait, vous êtes d'abord posé sur la question du dispositif de télétravail avec une approche individuelle, des ajustements nécessaires dans l'urgence et pour faire face à cette situation inédite. Et maintenant, vous êtes sur une approche plutôt collective où il s'agit de poser des règles, je dirais, de télétravail et de travail sur site. De règles collectives, d'enjeux. Vous avez énormément travaillé autour des enjeux de votre activité et du maintien de ce collectif. Alors, Nadia, des réactions sur ces thématiques-là, du maintien du collectif et de l'invisibilité du travail ressenti? Alors, effectivement, par rapport à l'invisibilité du travail, alors il y a effectivement tout ce que vous dites, Madame Ressac, concernant en fait la manière dont le travail en fait va pas changer en matière de fiche de poste, mais dans la modalité d'exercice. Et donc, il y a la question de l'autonomie, il y a la question de l'interaction. Il y a peut-être un point aussi que je souhaiterais peut-être souligner et ajouter à la réflexion. On a pu montrer dans des études qui ont été faites entre 2009, 2010, 2011, 2012 sur l'impact des nouvelles technologies sur les métiers des cadres. C'est une étude qui a été faite en partenariat avec l'APEC. On a pu montrer en fait que il y avait un impact majeur de la technologie, donc tout ce qui est mail, visioconférence, call conférence, plateforme collaborative, workflow et ainsi de suite, sur l'intensité du travail, le volume d'informations qui transitent, la densité du travail, et du coup ça a un impact énorme sur les cadences d'interaction. Ça, il me semble que c'est important de le souligner parce que je crois qu'aujourd'hui, on est encore dans ces problématiques-là, notamment sur une des études que j'ai pu mener, sur un suivi d'un manager qui avait une centaine de personnes à gérer. On avait fait un suivi d'activité sur la gestion de sa boîte mail. On avait pu montrer que le temps moyen de réponse à un mail, c'est moins de 1 minute, c'est 50 secondes. Ça signifie, je reçois le mail, je le lis, je réponds au mail, je renvoie. C'est un temps moyen. Certains mails, c'était en dessous de 20 secondes. Certains mails, presque une demi-heure parce que ça le nécessitait. Le volume global des mails à gérer à la journée, c'était environ 300 mails.
150 reçus, 150 répondus en moyenne. Et là, cette étude, elle a été faite en 2009. Donc, elle pointe juste des points qui étaient déjà existants. Et ce que je souhaite souligner là, c'est que s'il y a effectivement une modification dans la façon dont on gère son travail en autonomie, dans la manière dont on va interagir et modifier peut-être ou pas son lien de subordination avec son collègue, interagir différemment avec son supérieur, interagir différemment avec son collègue, peut-être qu'il faut aussi considérer que la charge de travail de chacun va être largement impactée, positivement ou négativement, mais par la densité et l'intensité des échanges numériques. Et ça, c'est quand même quelque chose que les personnes découvrent. Et il y a des usages, il faut apprendre à interagir pour éviter les démultiplications des mails, par exemple. Il me semble que c'est extrêmement important à souligner aussi, en plus de tout ce que vous avez pu mettre en place, parce que, à mon avis, c'est peut-être une part complètement, peut-être pas invisible, mais non explicite du travail au quotidien, et qui, du coup, peut rejaillir sur la manière dont on s'engage dans le collectif. Si on a 150 mails auxquels il faut répondre, à un moment donné, même si on aime bien son collègue, peut-être qu'on ne prendra pas le téléphone pour l'appeler parce qu'on n'en a pas le temps. Et je crois qu'on est tous dans ces problématiques de répondre aux mails, les fils WhatsApp, les fils Teams, les réunions, les agendas où il n'y a plus d'espace pour faire des pauses physiologiques. Les réunions s'enchaînent parce que les agendas sont mis à disposition. Tout ça, ça engage une accélération dans le cadre du travail et de la charge personnelle. Alors, je ne vous cache pas qu'au niveau du réseau Anacaract, on est ravis de ces organisations hybrides puisqu'elles obligent en fait à re-questionner le travail, re-questionner la façon dont il est réalisé et l'effort nécessaire pour le réaliser et mettre cet ensemble-là en discussion. Donc, on est parfait d'aller chercher, on est très satisfait en tout cas d'aller chercher ces thématiques ou ces objets de discussion dans les entreprises. Asia, ces questions d'invisibilité du travail, de l'animation des collectifs, comment ça se pose pour vous dans les entreprises que vous accompagnez? Pour rebondir sur cette partie de sujet, sur ce que vient de dire Nadia, ce qui est remonté beaucoup, c'est finalement d'être noyé sous les mails, effectivement, et de se rendre compte avec le développement des organisations hybrides et le renforcement du télétravail, on se parle moins, il y a moins d'informels et on s'écrit plus. Et des fois, c'est même inconscient, je dirais, c'est que des personnes vont dire finalement telle personne est en télétravail, bon, je ne vais pas l'appeler, je vais lui écrire un mail ou je lui poserai la question demain, parce qu'elle est là demain. Donc en fait, on voit qu'il y a une forme de rupture dans la communication et c'est là où il y a une évolution importante à amener. Et à la fois, ça re-questionne l'animation des collectifs, pas qu'avec les télétravailleurs, mais effectivement sur télétravailleurs, non télétravailleurs. Et pour recréer du lien, parce que c'est une forte crainte aussi parfois sur une rupture qui peut se créer s'il y a ces écarts de communication aussi ou entre métiers. Donc bien renforcer si l'animation des collectifs télétravailleurs, non télétravailleurs. Et paradoxalement, le renforcement du télétravail va amener à prendre encore plus soin du présentiel et redéfinir mais pourquoi va-t-on se voir? Est-ce qu'on décide d'un moment où on se voit tous? Et à la fois sur les temps et les espaces. Donc, la conception, aménagement des espaces de travail, on a envie finalement, lorsqu'on se voit, que ce soit aussi plus convivial, agréable, d'échanger entre nous. Donc, auprès de certaines structures, ça a été de repenser aussi la conception de leur espace de travail, parce que c'est aussi un levier important dans la contribution aux coopérations, aux collaborations. Alors, pourquoi on se revoit? Élodie Ressac, je reviens vers vous parce que je sais que vous avez fait un travail important sur ce sens de l'espace de travail. Pourquoi on revient sur site? Quel sens on donne aux tâches? Quel sens on donne aux collectifs? Expliquez-nous un petit peu cette approche que vous avez eue sur redonner du sens en fait aux tâches réalisées à distance ou sur site et redonner du sens au travail collectif et du coup, dans quel cocon on va permettre ce travail collectif sur site? Oui, effectivement, c'est une vraie réflexion à mener et que l'on aborde nous depuis la rentrée de septembre. Donc on est encore, on va dire, en plein cœur de la réflexion. Donc je n'aurai pas d'action concrète à vous partager. En revanche, effectivement, la question qui se pose à nous et qui me paraît essentielle, c'est de se dire que devient le travail sur site? Quelle est la valeur ajoutée du travail sur site finalement? Parce que si ma journée de travail sur site ressemble à ma journée en télétravail, sauf effectivement à rencontrer ses collègues, ce qui est très important dans la relation de travail, finalement, mon quotidien et mon travail restent le même. Donc, quelle est la valeur ajoutée à donner à cette venue sur site? Est-ce qu'elle doit effectivement se concentrer sur le collectif? Est-ce qu'elle doit mixer du collectif et de l'individuel? Est-ce qu'elle doit permettre
Au contraire, d'ouvrir des nouvelles méthodes de travail avec plus de partage d'expériences, de brainstorming, enfin voilà, tous les termes que l'on peut apporter à tout ce qui est co-développement également. Et comment on repense, comme vous le disiez, Assia, nos espaces de travail. Puisqu'on va gagner des espaces de travail parce qu'on va avoir plus de personnes à distance, eh bien, que fait-on de ces nouveaux espaces de travail? Nous, le souhait n'est pas de s'en séparer, mais au contraire, justement, de les repenser pour qu'ils permettent une nouvelle façon de travailler sur site qui aura une vraie valeur ajoutée pour le salarié par rapport à son quotidien à distance quand il est seul, on va dire, face à son poste de travail. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la réflexion. Donc voilà, les idées fusent, chacun s'exprime sur le sujet, et c'est vraiment voilà là aussi ce qu'on va démarrer au sein du groupe de travail. C'est-à-dire qu'on a eu la réflexion nous collégiale d'un point de vue direction ressources humaines, et maintenant on va avancer dans les attendus des équipes sur le terrain. Vous nous tenez au courant, Elodie, sur l'évolution de ces discussions sur les espaces de travail. Mesdames, du coup, globalement, cette histoire on voit bien cette importance de repenser collectivement notre façon de travailler, repenser nos espaces de travail, parce qu'ils ont été complètement chamboulés avec cette histoire-là. Encore quelques réticences sur, j'appelle pas mon collègue parce qu'il est en télétravail, connoté à domicile, donc j'attends qu'il soit de retour sur site. Donc on voit bien qu'il y a encore des équilibres, des perceptions à partager, en tout cas de cette hybridation entre l'alternance sur site et l'alternance au domicile ou tiers-lieu. Il faut expérimenter des nouvelles modalités de coopération. Du coup, Nadia, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles pratiques là? Je rejoins la question de François sur le sujet. Imaginons on a une baguette magique. Là, peut-on imaginer que ces évolutions soient fondamentales et qu'elles survivent à la fin espérée de cette crise sanitaire? Mon avis, alors du coup, peut-être une réponse en 2 points, parce que tous les échanges tout ce que vous venez de dire, Elodie et Assia, sur ces problématiques-là, me font évoquer que peut-être que lorsque on se dit je ne vais pas appeler mon collègue parce que je le verrai demain, c'est peut-être pas une rupture de la communication, ça se voit comme tel, mais peut-être que c'est peut-être pas une rupture de la communication, mais peut-être une autre compétence qui est en train de se développer là, que moi j'appellerais plutôt l'intentionnalité collaborative partagée, c'est-à-dire la capacité à scanner son activité et celle des autres pour voir où on en est mutuellement et voir ce que l'on va faire avec la personne ou avec le groupe de personnes en fonction de leur disponibilité ou de leur capacité à s'engager. Parce que finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, collaborer alors qu'on est massivement dans des situations, lorsqu'on est en situation de travail à distance, on est massivement soit en travail hybride, donc sur site et hors site, et du coup, ça signifie qu'on n'est plus tous au même endroit, au même moment. C'est la question de la synchronicité et de l'asynchronicité dont vous parliez, Nathalie, au tout début, qui du coup se démultiplie. Faire son travail dans ces conditions-là, ça nécessite pour chacun d'être capable de comprendre et d'identifier comment son collègue ou son donneur d'ordre ou son partenaire va être en capacité de s'engager dans le travail qu'on va faire ensemble. Et peut-être que lorsqu'on se dit je ne vais pas appeler un tel à ce moment-là, parce que ce dont je dois lui parler, eh bien, c'est peut-être mieux que je puisse le faire en présentiel. C'est peut-être une compétence, un ajustement, une capacité à identifier que la personne, dans son intentionnalité collaborative, elle sera plus disponible à ce moment-là. Donc, par contre, ça veut dire que ça va démultiplier le temps. Ça veut dire qu'on ne fait plus les choses en juste à temps. On est obligé de les reconsidérer autrement, dans une temporalité un petit peu différente. Mais c'est peut-être pas un manque d'efficience. Et du coup, pour rebondir sur la question de François, je me dis que peut-être que ça va se développer, et on le voit. Assia, peut-être que vous avez des éléments qui pourront peut-être étayer ça, parce que c'est un concept qui est en train d'émerger, ce concept d'intentionnalité collaborative. Mais peut-être que du coup, à l'issue, je ne sais pas s'il y aura une issue, en tout cas, je l'espère, on verra. Peut-être que c'est quelque chose qui restera dans la façon de penser son activité et d'envisager l'activité collective au sens large. Juste pour rebondir, en fait, c'était vraiment en lien sur la représentation que certaines personnes ont sur le télétravail, c'est-à-dire même si elles appellent, certaines personnes vont dire « est-ce que je te dérange ?» Voilà, et du coup, et pour avoir eu le retour d'autres personnes en disant « mais finalement, on ne m'appelle pas assez
ou parce que je ne suis pas là, j'ai moins d'échanges. Donc, en fait, je trouverais intéressant dans ce concept d'intentionnalité collaborative partagée de voir la co-construction, puisqu'il peut y avoir finalement des représentations de part et d'autre. Alors, c'était un exemple effectivement parmi d'autres, mais c'était plus pour illustrer que s'il n'y a pas ce débat, cette discussion collective sur comment on communique ensemble, quels sont nos usages, d'avoir une vision partagée en fait de ça. Chacun restera dans sa représentation et finalement va entretenir sa pratique de communication selon ce qu'il pense que l'autre pense et sans forcément se réguler. Donc, je pense que ce qui peut être très aussi pertinent, c'est de poser ce sujet-là collectivement. Comment est-ce qu'on communique ensemble? Et finalement, dans les structures rencontrées, ça a été peu le cas. Chacun fait un petit peu avec sa façon, sa perception, et ça peut être très intéressant justement de capitaliser sur toutes ces nouvelles compétences et ces façons de faire et la façon dont c'est perçu de part et d'autre, finalement. Alors, c'est très intéressant, juste un petit point, parce qu'effectivement, moi, je l'ai fait parce que c'est des études que j'ai menées pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer lorsque cela fonctionnait. Et effectivement, lorsqu'il y a un défaut, finalement, les personnes se retrouvent dans la situation que vous décrivez, Assia. Mais du coup, le fait de le mettre en débat, c'est peut-être un axe, peut-être. Alors, on voit nos expertes avec leurs hypothèses de travail, mais j'ai envie de me tourner vers Élodie. Élodie Ressac, est-ce que vous êtes preneuse de cette histoire d'intentionnalité collaborative partagée à mettre en discussion? Oui, bien sûr. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, je m'exprime avec des mots beaucoup plus simples, mais effectivement, de toute façon, cette situation d'organisation hybride, elle vient re-questionner le travail tout simplement et qu'est-ce qu'on met dans le travail. Et toute cette volonté et cette intentionnalité collaborative partagée, elle fait partie du travail. Donc, si on l'exclut, je pense que on fait une grosse erreur, puisque finalement, une entreprise n'est que la somme et l'addition en fait de chacun travaille individuellement à ses tâches. Voilà, moi, je pense que justement sur cette notion de la valeur ajoutée du travail sur site, il va falloir intégrer cette intentionnalité collaborative partagée. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Donc c'est là, nous, c'est vraiment l'étape que l'on va aborder maintenant dans ce groupe de travail sur ce que chacun attend et ce que chacun aussi est prêt à donner, parce que c'est assez facile aussi. Enfin, on va revenir à des basiques, hein, mais souvent dans les offres d'emploi, on parle du sens du travail en équipe. C'est un mot, une expression très ancienne, mais finalement, il reprend encore plus son sens, le travail en équipe dans cette organisation hybride. Alors, du coup, par rapport à toute cette transformation que vous conduisez dans votre organisation, qui est en cours, et j'allais même dire, par nature, est-ce qu'une transformation n'est-elle pas toujours en cours? Est-ce que je ne pense pas qu'il y a une fin forcément à cette transformation? C'est quoi les prochaines étapes pour vous dans votre organisation? Comment vous avez, on a bien vu, vous êtes passé par une formalisation avec un accord en février 2021 sur le télétravail. Vous avez construit des choses, des vadémécums pour vos managers, vous repensez le rôle, c'est en cours de construction. Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous poursuivez cette réflexion et cette pensée ou cet apprentissage collectif autour de l'organisation hybride? Alors, en toute humilité, on continue d'avancer, hein, parce que, et comme vous le disiez, finalement, une transformation ne s'arrête jamais, mais on n'a pas réponse à toutes nos questions aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, on n'est pas sorti de cette crise sanitaire, donc c'est aussi facile de se dire de temps en temps, attendons qu'on en sorte et puis on verra ensuite. Donc non, nous, on a fait le choix justement d'imaginer qu'on est dans un mode normal et on en sortira encore plus rapidement puisqu'on sera prêt à ce moment-là. Donc, effectivement, vous parliez du vadémécum, donc on a déployé le vadémécum à l'aide de l'ARACT en mode expérimental auprès de tous nos managers, donc qui correspond finalement à ce guide à la main des managers pour anticiper le départ en télétravail dans la discussion avec son salarié. On appuie aussi sur la formation, bien entendu, que ce soit sur la formation du management à distance. Donc là, on travaille avec des organismes qui nous aident sur ce que l'on met dans cette formation du management à distance. Est-ce que ça vient apporter des nouvelles compétences attendues? Est-ce que c'est une évolution des compétences actuelles? Donc là aussi, on expérimente cette année sur plusieurs modules. On n'est pas sur de la formation présentielle traditionnelle de X jours, mais on est sur des modules avec du retour sur expérience. Donc, on partage un socle commun sur une thématique liée au management à distance, en collectif, et ensuite, on en reparle 2-3 heures
un mois et demi ou 2 mois après. Et ça, on va l'étaler tout au long de l'année pour qu'à chaque fois, on s'enrichisse de ce qu'on a appris et de la façon dont on a vécu sur le terrain. Alors merci Élodie, parce que du coup, par la même occasion, vous répondez à la question de François sur ces évolutions ne posent-elles pas des questions relatives à la formation des managers? Et la réponse est bien sûr, mais pas que. La formation est un outil, est un levier, mais il faut repenser sur une approche plus systémique en mobilisant un public plus large pour porter cette question du management du travail dans les organisations hybrides et ne pas hésiter à remettre en question, à expérimenter, à ajuster en restant au plus près d'un point de vue discussion, au plus près du terrain et des personnes qui réalisent ce travail et en essayant au maximum d'alimenter le processus décisionnel, en tout cas avec ces remontées terrain. Nadia, Assia, Élodie, si vous aviez 2-3 mots à partager avec nous, avec nos auditeurs, sur cette question de l'organisation hybride et puis faut-il renouveler les pratiques managériales, quels seraient-ils? Assia, vous êtes la première prête. Moi, je pense que on apprend tous les jours, les managers, les équipes et les directions aussi, représentants du personnel, tout le monde est embarqué dans cette aventure. Je pense que la notion d'expérimentation est vraiment essentielle et ce que vous venez de dire, c'est vraiment important, cette notion de retour d'expérience. Et voilà, je pense que dans la période qui est celle-ci, il faut créer du collectif managérial. Voilà, il n'y a pas une réponse, une solution, et une des réponses est aussi dans l'échange de pratiques, l'apprentissage collectif, et ça fait partie d'une part, je pense, une dimension d'accompagnement des managers qui est essentielle, au-delà de la formation ou des appuis sur voilà, un cadre collectif partagé, mais c'est vraiment leur permettre aussi d'échanger entre eux. Voilà, sur leurs pratiques et d'avoir voilà, un système apprenant, en fait, d'être dans une organisation, c'est avant tout une organisation apprenante. Nadia, 2-3 mots sur ce sujet. Moi, ce que j'aurais peut-être envie d'ajouter, c'est peut-être que voilà, la technologie, d'une manière générale, et elle est au centre des préoccupations. On voit à quel point elle modifie les choses. Elle est pas bonne ou mauvaise en soi. C'est la manière dont on va l'utiliser, et la manière dont elle va servir le travail. Et le sens qu'on va lui donner. Et le sens que ça va donner dans le cadre du travail. Et les organisations managériales vont se gréver un petit peu sur tout ça. Et en fait, je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder, puisqu'à partir du moment où ça a du sens dans le travail, ça permet de faire autrement les choses. Forcément, il y aura des choses avec des points de vigilance, il y aura des choses négatives, mais il y aura forcément des choses positives. C'est-à-dire que dans l'invisibilité du travail, il y a plein de choses qui deviennent implicites. Et on est tellement avec une charge de travail que quelquefois, on oublie simplement de regarder comment on fait le travail et comment on le fait aussi dans de bonnes conditions ou avec des bons résultats. Un travail utile et beau, c'est pas inintéressant. Et du coup, pour permettre avec ça, si la technologie et si l'organisation sert vraiment le travail au quotidien, peut-être qu'on sera du côté de la santé, même s'il y a des hauts et des bas. Élodie ? Je partage tout ce qui a été dit. Une chose est certaine, c'est qu'on n'avancera pas tous au même rythme. Donc, comme vous le disiez, il y a une entreprise, il y a ses donneurs d'ordre, il y a ses fournisseurs, il y a ses clients finaux, ses clients intermédiaires. Donc, de toute façon, on se doit d'être dans une organisation apprenante parce que si nous-mêmes, on essaye d'être en avance de phase sur la mise en place du management à distance et l'évolution de la fonction managériale, peut-être que nos clients ou nos fournisseurs ne le seront pas, donc on devra ajuster. Donc, moi, je trouve qu'il faut rester humble. Le droit à l'erreur est essentiel aussi dans tout ça. Et vous savez, souvent, quand on prend un poste, on dit que on a plusieurs phases. On observe. Après, il y a la phase où on ajuste. Et puis après, il y a la phase où on consolide. Et je pense qu'en fait, il va falloir, dans cette mise en place du management à distance, d'être toujours dans ce cycle apprenant de l'observation, de l'ajustement, de la consolidation, de l'observation. Voilà, super. Je pense que ce sera essentiel. Donc, repenser collectivement notre façon de travailler et les relations nécessaires pour le réaliser des retours d'expérience pour construire de nouveaux équilibres en tout cas, expérimenter de nouvelles modalités de coopération également. Cette coopération est essentielle pour dynamiser en tout cas le collectif, construire et partager le sens du travail collectif et construire et partager le sens de l'utilisation des espaces de travail. Je ne vous en dis pas plus, mais guettez bien vos agendas pour les semaines et les mois qui viennent. Bref, encourager les discussions sur le travail et le management nécessaires pour accompagner sa réalisation. Alors, Nadia, Assia, un grand merci
déjà à vous deux pour le partage de votre point de vue. N'hésitez pas à nous tenir informés de vos travaux, de l'évolution de vos constats dans les entreprises pour qu'on le partage peut-être sur un nouveau rendez-vous cette année. Un grand merci Élodie d'avoir bien voulu ouvrir virtuellement les portes de votre entreprise, de son organisation, les coulisses et toutes les préoccupations qui se posent et puis ces incertitudes qui font partie de votre quotidien et avec lesquelles vous jonglez telle une funambule et avec vos collègues pour construire et penser et ajuster au fur et à mesure cette organisation pour répondre aux besoins individuels collectifs, que ce soit en termes de performance et de santé. Ce deuxième web magazine touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce nouveau format, ce nouveau rendez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne Webikeo. Nous construisons au fur et à mesure un programme de rendez-vous sur mesure et au plus près, je dirais, de vos préoccupations d'entreprise, en mobilisant des acteurs d'entreprise, en mobilisant des experts pour venir discuter avec nous et ouvrir cette discussion aux auditeurs. Donc, pour débattre de ces sujets émergents et de l'actualité sur les conditions de travail, restez aux aguets quant au prochain débat à venir pour encore plus d'analyse, de points de vue, de discussion et pourquoi pas de controverses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos organisations et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.